Allez, 45e revue de la semaine, bonjour tout le monde. On va mettre l'indicatif, mais avant, il faut que je vous dise que je réfléchis avec Antoine à changer la formule de la revue de la semaine. Bon, on fera ça en janvier 2018, hein. On va continuer comme on est là, parce qu'on a pris l'habitude, et apparemment vous aussi, donc ça a l'air de vous plaire, hein. Bon, allez, le générique. Bon, je parle d'abord d'un sujet qui est plutôt embêtant, c'est la situation du changement climatique. Je me suis déjà exprimé sur cette revue de la semaine à plusieurs reprises et je vous ai dit que je n'étais pas très optimiste parce que déjà au point de départ, la COP21, l'accord qui a été signé à Paris, comme vous le savez, il annonçait que l'humanité se donnait comme objectif d'avoir une augmentation maximale de 2 degrés de la température. Bon, cette discussion avait un peu mal tourné parce qu'il y avait toute une série de pays qui ont dit mais avec 2 degrés, la mer monte assez pour engloutir nos îles. Bon, il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'îles qui sont en train de disparaître actuellement. Certaines sont peuplées, sont des États, hein, comme c'est le cas aux Maldives, et puis il y a d'autres endroits où la mer monte sur des terres extrêmement basses, et donc avec toutes les conséquences, l'eau, la terre, tout se salinise, et puis les populations reculent. Ça donne comme ça au Bangladesh quelque chose comme 50 millions de gens qui sont en train de remonter, et donc de passer la frontière avec l'Inde, ce qui en général n'arrange jamais rien quand des masses énormes de population passent des frontières. Mais vous voyez que c'est la vérification de ce que je vous disais, devant la crise climatique, il y a des phénomènes politiques à la clé. Pas seulement les conditions de vie des gens, parce que ça fait des masses de gens qui deviennent pauvres ou dont les habitations sont détruites, mais simplement parce qu'ils passent les frontières, parce que ça désorganise tout, et évidemment les malheureux, on ne peut pas le leur reprocher. Donc il y avait 2 degrés, ils avaient rajouté, non, l'objectif c'est 1,5. Bon, d'accord, 1,5 degré de plus seulement pour éviter qu'on marque dans un papier qu'on était d'accord pour que tous les États-nations insulaires disparaissent sous l'eau. Là-dessus, tous les États avaient rendu leur copie en disant nous voilà ce qu'on va faire ci, on va faire là, contre le réchauffement climatique. Et quand on a fait le total, on s'est aperçu que les engagements que prenaient les États, ça donnait comme résultat plus de 3 degrés d'augmentation. Donc ça voulait dire que 1,5 on n'en parle plus, 2 on n'en parle plus et qu'on était à 3. Et à l'époque, quand des gens comme moi le disaient, et d'autres, parce qu'il y a plein d'ONG qui ont fait des calculs, et c'est là-dessus que je m'appuie, moi, pour vous parler. Eh bien, on disait « Ah, vous êtes catastrophiste, vous n'avez pas vu, c'est quand même très important, on a signé un accord. » Très bien, on est tous d'accord, on a signé un accord, ça nous fait très plaisir, mais un accord qui ne sert à rien, c'est quand même un grand problème, parce que là, il s'agit de la survie de l'humanité. Là, l'agence de l'ONU pour l'environnement fait une analyse et dit 2 degrés, c'est foutu. On n'y arrivera pas. Les chances qu'on arrive à tenir seulement 2 degrés d'augmentation de la température sont maintenant infimes. Donc, il y aura plus de 2 degrés. Et clairement, ça veut dire que le changement climatique va s'accélérer. Et je vous redis que le changement climatique, ce n'est pas une affaire linéaire, au sens d'une progression, il fait de plus en plus chaud, et donc il y a de plus en plus de pluie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est par palier. C'est-à-dire qu'une situation s'accumule, par exemple, il y a un réchauffement de la mer, ça fait remonter la glace qui est au fond de la mer qui est au fond de la mer, elle est pleine de méthane, et quand il remonte beaucoup d'un coup, le méthane est libéré dans l'atmosphère, et le gaz à effet de serre, d'un seul coup, est considérablement amplifié, avec des résultats qui sont hautement imprévisibles, parce que le climat, c'est une structure, c'est un ensemble qu'on appelle métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre. Donc, quand il sort de l'équilibre dans lequel il peut passer à un tout autre régime. J'ai même lu un article dans la revue, je crois, pour la science, qui disait qu'un des cas statistiquement les plus probables, c'est des grandes glaciations. Alors, ça choque un peu l'esprit, on dit comment vous allez faire, le réchauffement climatique va provoquer une glaciation, enfin bref. Vous avez compris ce que j'essaye d'expliquer. Alors là, on a donc un très mauvais pronostic. Il faut qu'on en soit conscient et que ça vous permette à tous de comprendre l'importance de redéployer des politiques de transition écologique. C'est pas juste un sujet parce que c'est dans le programme L'Avenir en commun et que c'est un sujet sur lequel est accrochée la France insoumise, c'est que c'est l'intérêt général humain qui est en cause. C'est pas une affaire de parti, de mouvement,
du programme d'une catégorie. Il faut mettre en place une bifurcation du modèle économique. Il faut que ça change, et que ça change d'un bout à l'autre. Et c'est une bonne chose que ce changement, je me tue à le dire, parce qu'il y a des gens qui croient que quand on dit il faut faire la transition écologique, bon bah oui, bon bah alors on va un peu mettre ce qu'il faut pour que les maisons laissent pas la chaleur sortir. Bon, c'est pas de ça dont on parle. On parle de changer les process de production, on parle de changer la manière de se nourrir, on parle de changer la manière d'échanger, et ça commence d'abord par changer les process de production et la manière de produire de l'énergie. Tout ça, c'est en tout, hein. Et c'est très stimulant, parce que c'est de l'invention, c'est de l'activité humaine, c'est de l'emploi, il n'y a rien là-dedans qui devrait faire peur. C'est le contraire, ça devrait être rassurant, enthousiasmant, dire, ça y est, on s'attaque au problème et on va le régler. Ce qui est anxiogène, ce qui fait peur, c'est qu'on ne fait rien, et que la situation continue comme avant jusqu'au désastre, parce que le désastre va avoir lieu. Il s'agit de bien comprendre ça. Le désastre va avoir lieu, sauf si on se met à changer nos façons de travailler. Et quand le désastre aura lieu, il va détruire les bases sur lesquelles fonctionne un modèle de production et de civilisation. D'accord ? Donc, si on change les bases sur lesquelles on fonctionne, on se protège non seulement contre l'arrivée du désastre, mais contre les conséquences du désastre aussi il arrive. Par exemple, si on est capable de produire de l'énergie à partir de la mer, à partir du vent, à partir de la géothermie. Ce sont des installations diffuses, diffuses, ça veut dire que c'est pas tout au même endroit, hein. Donc c'est plus résistant, s'il y en a un petit peu partout, c'est mieux que si c'est tout au même endroit, parce que quand c'est tout au même endroit, si c'est détruit, il n'y a plus rien pour personne. Donc on a cette diffusion-là, elle fait face aux deux problèmes. Un, on règle le problème où on arrête de contribuer au réchauffement climatique, et deux, si on a des événements climatiques extrêmes, des tornades, que sais-je encore, hein, des pluies diluviennes, eh bien, comme on a toutes ces installations, on est capable de faire face, on ne sera pas détruit. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut analyser les grands problèmes qui sont devant nous, et que ça ne sert à rien de croire qu'en se cachant la tête sous la table, les choses ne vont pas avoir lieu. Alors, c'est dans ce contexte aussi qu'il faut regarder les décisions qui sont prises dans notre pays. Et, par exemple, moi j'ai très mal vécu que Nicolas Hulot nous dise écoutez, pour ce qui est du renouvellement du parc nucléaire, on ne pourra pas le faire dans les délais. Bon. Alors, ça me chagrine, pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de gens, j'ai de l'estime pour Nicolas Hulot. Mais je crois qu'il essaye de faire des choses, on ne va pas dire le contraire, mais ce n'est pas au niveau où il faut qu'on soit. Il faut maintenant prendre les décisions, tourner pour de bon. Alors, sur le nucléaire, on va me dire, mais quel rapport ça ? Parce que le nucléaire, ça ne déclenche pas de gaz à effet de serre, c'est propre, etc. Tu parles que c'est propre, hein ? Bien sûr que non, c'est terriblement dangereux. Et quand le nucléaire est en danger, ce n'est pas juste la centrale qui est en danger, c'est tout son environnement économique, c'est tout son environnement humain, et c'est le caractère irréversible du dégât. C'est-à-dire, une fois que c'est cassé pour tout le monde, et pour des centaines et des milliers d'années. Vous ne le savez peut-être pas, mais Fukushima, ça continue. Il ne faut pas croire que ça y est, c'est fini, parce qu'on n'en parle plus dans la presse. Tous les jours continuent les écoulements dans la mer d'eau radioactive, et tout autour, on ne peut plus y vivre, et ainsi de suite. Alors, on me dit, vous avez vu, à Tchernobyl, la nature a repris ses droits. Mais bien sûr, la nature, elle continuera toujours, qu'il y ait des êtres humains ou pas. C'est pas son sujet, à la nature. La nature, elle s'en fout. Sauf que là-bas, à Tchernobyl, vous ne pouvez pas y mettre d'êtres humains. Parce que l'écosystème a été modifié par les radiations, il n'y a pas que pour les êtres humains, d'ailleurs, et c'est invivable. Alors, si vous voulez une planète sans êtres humains, il n'y a qu'à continuer. La nature, elle s'en fout, il y aura toujours une nature. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de protéger la possibilité pour l'humanité de vivre. Pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est normal qu'on s'intéresse à ça. On n'est pas là simplement pour faire des commentaires sur la nature. Donc, quand Nicolas Hulot dit « bon, on ne va pas y arriver », ça oblige à réfléchir. Pourquoi on ne va pas y arriver ? Parce qu'on ne fait rien. Parce qu'on n'a pas pris la mesure, on n'a pas commencé les grands chantiers d'installation des éoliennes en mer, etc. On a continué à travailler. Il y a des entreprises, comme la DCNS et autres, qui ont mis au point toutes sortes de choses qui sont magnifiques. Par exemple, on a maintenant des prototypes d'éoliennes flottantes. Alors l'éolienne flottante, c'est très important, parce qu'au lieu d'aller coller ça à terre, ou de le coller juste devant le rivage qui fait que tout le monde s'énerve d'avoir ça devant les yeux, vous pouvez le mettre beaucoup plus loin en mer. Alors c'est pas seulement pour la beauté du paysage, c'est que plus loin en mer, le vent est plus fort. Donc la continuité de la production est plus grande. Vous voyez, les moyens techniques, on les a.
Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et si on met en place maintenant les moyens, alors on peut arrêter les réacteurs. C'est l'inverse qui a été décidé. On dit, oh bon, on n'a pas le temps, on n'a pas fait, c'est pas au point, bon bref, blablabla. Bla, bla, bla. Et on dit, l'objectif, c'était 50% de la production d'électricité seulement au nucléaire. Mais ça veut rien dire. Si la consommation d'énergie électrique augmente, bah, vous dites 50% devrait être au nucléaire, ça veut dire qu'on ne change rien. Parce que la quantité qu'on produit aujourd'hui correspondra aux 50% de demain. Donc tout ça, c'est des habillages avec des mots. On ne peut pas accepter ça comme ça. Il est temps de changer. Alors je voulais vous le dire, parce que la COP23 va avoir lieu. Elle a lieu en Allemagne. J'espère qu'on va parler avec le gouvernement allemand, parce que quand même, l'Allemagne est aujourd'hui le pays le plus gros pollueur d'Europe. Hein. Quand vous êtes en région parisienne, là, que vous n'êtes pas content parce qu'il y a des pics de pollution, il y en a une partie qui est due à quoi? Aux mines de charbon à ciel ouvert qu'il y a en Allemagne. D'ailleurs, en Allemagne, les écologistes allemands font régulièrement des interventions dans la mine à ciel ouvert pour dire « ça suffit, quoi, arrêtez avec ça ». Le problème global de notre mode de production, c'est qu'il faut qu'il rompe avec les énergies carbonées. D'accord? Tout ce qui vient du pétrole, du charbon, bref, du carbone, il faut tourner la page et passer à autre chose. Ça m'amène à un autre sujet. L'autre sujet, je suis sûr que vous en rendez même pas compte. L'autre sujet, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors vous avez suivi la guerre d'Irak, de Syrie, je crois qu'à la fin vous avez fini par comprendre que beaucoup de monde s'est fichu de vous, hein, parce que vous découvrez que les mêmes qui poussaient des cris d'égorger contre moi, ils étaient eux pendant ce temps-là en train de financer Daesh, comme c'est le cas pour la Farc. Vous avez remarqué qu'on n'en parle plus de cette histoire-là. Hein. Chut, un silence magnifique sur le sujet. Bon. Vous avez compris que vous étiez en train de vous faire avoir de tous les côtés et qu'au bout du compte, ceux qui avaient raison, c'est nous. Quand on a dit qu'il faut arrêter tout ça, que la guerre mènerait nulle part et que c'était une guerre du pétrole. Alors ça continue. Comme Daesh s'est fait tordre le cou, les pays qui payaient Daesh, parce qu'il y a les pays qui payaient, hein, il ne fallait pas croire que Daesh trouvait les sous simplement auprès de Lafarge. Hein. Lafarge, c'était un petit racket de gens qui n'ont aucune morale et qui, pour produire du ciment, étaient prêts à patauger dans le sang. Bon, mais ça, c'est petite bière. L'essentiel du matériel neuf, des voitures, tout ce qu'il fallait pour faire la guerre. Hein. C'était payé par qui, à votre avis? Ben, par les Émirats. Et quels Émirats? Il y a deux sortes d'Émirats. L'Arabie Saoudite d'un côté, et ses alliés, de l'autre côté, le Qatar. La France, entre les deux. Les Saoudiens, plus proches des États-Unis que des Français. Les Qataris, plus proche des Français que des États-Unis. Maintenant, la bataille est quasiment ouverte. Donc, comme Daesh s'est fait tordre le cou, il faut que l'Arabie Saoudite avance à nouveau ses pions, parce que la vraie bataille qui se mène, c'est le pétrole, le gaz, entre les Émirats, qui sont de confession sunnite, mais la religion là-dedans, c'est assez secondaire, hein, et de l'autre côté, l'Iran, qui est chiite. Bon, et ça, ce sont donc les deux blocs qui sont en bataille l'un contre l'autre. Vous ne trouvez pas ça étrange? Le Premier ministre du Liban, alors on venait juste de remettre de l'ordre là-dedans. Justement, il y a un contrat qui était en train de se signer pour l'exploitation du gaz et du pétrole. Le Premier ministre part de son pays, le Liban, va en Arabie Saoudite, là-bas tout d'un coup il dit on a voulu me tuer, je démissionne, au revoir tout le monde. Et il dénonce l'Iran, et il disparaît. Et ça n'a l'air d'étonner personne. Alors le président de la République libanaise, monsieur Michel Aoun, il dit, ben bon, il démissionne, mais il vient me le dire. Il ne me dit pas ça à la télévision depuis l'Arabie Saoudite. Donc ce gars a disparu, et depuis, motus et bouche cousue. J'interviens dans l'hémicycle, et on n'a pas arrêté de demander où est passé M. Hariri. Alors il faut crier fort, parce que ce n'était pas dans la question, hein. Il fallait crier fort pendant que le ministre parlait. Le ministre m'a parfaitement entendu. Pas un mot sur le sujet. Et alors, du blabla se joint, je sais pas quoi, aux pays qui, dans la région, aspirent à la stabilité, bon, la flûte, quoi. Mais en attendant, un Premier ministre disparaît et personne n'a rien à dire sur le sujet. C'est quand même énorme. Hein. Et toujours la même histoire. Le gaz, le pétrole. Le gaz, le pétrole, qui sont le fléau de notre civilisation. C'est à cause du gaz et du pétrole qu'il y a des guerres. C'est à cause du gaz et du pétrole qu'il y a un tel effet de serre, et ainsi de suite. Pensez-y les gens, parce que les situations sont des fois plus simples que l'idée qu'on s'en fait, même si les résultats sont extrêmement compliqués. Hein.
le principe de départ, le principe auto-organisateur de la situation, il est souvent très simple. Bon, maintenant je parle d'un sujet dont vous avez peut-être eu écho, c'est la présentation que nous avons faite de notre contre-budget. Alors d'abord, c'est un document quand même qui est un peu imposant. Ceux qui l'ont rédigé ont fait du mieux pour que ça soit simple, et je ne vous dis pas que c'est très simple, hein. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Pour les gens qui n'ont pas de connaissances particulières, des fois c'est un peu rebutant. Mais attention, ce n'est pas non plus un livre réservé aux technocrates, hein. Alors cette petite brochure, on met le lien avec cette vidéo, et vous pouvez la choper sur le site des Insoumis. C'est un gros travail. Alors ça me permet de vous dire ça. Le groupe parlementaire, la France Insoumise, c'est 17 députés. Parmi nous, il n'y a aucun ancien rapporteur des finances, aucun ancien président de la commission des finances, aucun ancien ministre. Dans tous les autres groupes, vous avez des gens qui ont eu, dans les dernières années, des responsabilités sur le budget de l'État. Et nous, heureusement qu'on s'était bien préparé pendant la campagne présidentielle. Vous vous rappelez qu'on a fait une émission, on va mettre le lien aussi, à la fin de cette revue de la semaine, on a fait une émission qui avait duré 5 heures sur le chiffrage. Et à l'époque, j'avais vraiment insisté, moi. C'est pas moi qui parle pendant 5 heures, pour ceux qui le croient, hein. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient dit oui, Mélenchon se prend pour Castro à parler 5 heures. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas une bêtise qui m'aurait été épargnée. Bien sûr que non, c'est tous ceux qui avaient à voir avec les différents chapitres du programme. Et je tiens beaucoup à ce que vous sachiez que dans toutes circonstances, on est prêt à gouverner. Alors évidemment, quand on fait un contre-budget, vous ne pouvez pas le faire comme quand vous avez les services de l'État pour vous, surtout, et en plus pour des gens comme nous, qui n'avons pas les personnalités dans nos rangs qui ont déjà eu à traiter du budget. Mais cependant, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui évidemment travaillent dans l'anonymat, et les spécialistes qu'on connaît, comme les économistes Livanoc ou Jacques Généreux, ou des gens qui ont traité d'un bout à l'autre le programme, qui sont là et qui donnent un coup de main décisif sur le plan technique. Et puis il y a nos propres députés qui sont, c'est devenu des spécialistes. Moi je ne suis pas si mauvais que ça, hein, figurez-vous, à force, dans le traitement du budget. Et puis Éric Coquerel qui a présenté ça à la presse, et on va mettre le lien aussi de sa présentation parce que vous verrez plusieurs députés intervenir sur leur domaine. Bref, vous avez là le contre-budget. Je vais aussi vous dire et vous avouer que quand on fait un contre-budget, on essaye de mettre dedans des choses qui font parler, hein. C'est pas simplement la gestion quotidienne, ça va de soi. Bon, alors on continue à taper sur le thème au-dessus de 300 000 ou 400 000 euros, pof, on prend tout. Alors à chaque fois, ils font 3 sauts périlleux arrière. Oh là là, ce sont. À quoi ils pensent, c'est terrifiant, ils ont très peur. Tu parles, ça touche 0,05% des contribuables. Bon, mais qu'est-ce que ça permet de faire? De mettre à l'ordre du jour, de faire penser qu'il y a une limite à l'accumulation. Hein, c'est ça que ça produit. Parce qu'au début, tout le monde crie. Puis après, on dit, mais vous savez que ça concerne quasiment personne. Ah bon? Oui, mais comme m'a dit quelqu'un, ça m'empêche de rêver. Moi, j'ai déjà dit 100 fois, j'ai jamais rêvé d'argent. Je connais pas beaucoup de gens qui rêvent d'argent. Ou alors, c'est quand il vous en manque tellement que vous êtes tellement malheureux que vous rêvez que vous trouvez un billet ou une chose comme ça. Je suppose, hein. Moi, j'ai jamais rêvé d'argent. En attendant, ça montre la limite à l'accumulation. Parce que c'est notre point de vue, on a le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais nous pensons qu'il n'y a aucun bienfait à l'hyperaccumulation d'argent. Voilà. C'est-à-dire, quand vous hyperaccumulez de l'argent, vous ne le mettez pas dans la production réelle, vous ne rendez pas service aux autres, vous mettez tout dans la bulle financière et vous spéculez. Voilà, c'est tout. Donc, nous sommes contre. Pour nous, j'ai dit ça une fois, c'est une formule un peu rapide, hein, mais quand même, j'ai dit être milliardaire, c'est immoral. Ben oui, parce que vous ne pouvez pas accumuler une quantité pareille d'argent sans vous demander d'où il vient. Hein. C'est pas de la production réelle que ça vient, c'est juste de la spéculation, du trafic, des choses de cette nature. Et justement, la question revient sur le tapis avec l'évasion fiscale. Vous en avez entendu parler, c'est les Paradise Papers. Bon, Paradise Papers. Ou bien Paradise Papers. Bon, pourquoi on parle comme ça, j'en sais rien. Ça veut dire les documents sur l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Voilà, ça se dit en français de manière très simple. Mais ça fait plus chic pour certains. Et puis, si vous voulez, ça donne un petit côté presque amusant. Ah, mais c'est pas amusant du tout. Parce que l'évasion fiscale, ça s'ajoute à la fraude fiscale. La différence entre les deux, c'est que l'évasion fiscale, elle est, dans la légalité. C'est-à-dire, vous avez une société, elle est en France, elle est taxée à 25% maintenant, sur l'impôt sur les sociétés.
bon, vous mettez le siège, hein, c'est tout, le siège, l'adresse, dans une île machin chose, et hop, l'imposition tombe à rien du tout. Alors, quand je vous dis une île, il n'y a pas besoin d'aller dans une île, hein. Vous allez au Luxembourg, vous demandez rendez-vous au Premier ministre, et puis le taux qui est affiché, c'est, je sais pas quoi, 20% ou moins, ou 18%, hein, et puis vous discutez en tête à tête, et le ministre fait un truc qui s'appelle le rescrit, ça veut dire un passe-droit, et vous signez un papier où il est marqué « Ah ben non, moi je ne paierai pas 18 ou 20, je paierai 5 ». Ça ne se voit pas, personne n'est au courant, tout est caché. Ça, c'est un paradis fiscal, c'est légal, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. La preuve, c'est que c'est celui qui dénonce l'existence du système qui est puni et condamné, parce que lui doit se taire, ça fait partie de son contrat. Mais celui qui signe, non, non, ça n'a rien d'illégal. Personne n'a été poursuivi en justice à cause des trafics fiscaux du Luxembourg. Personne, sauf le gars qui l'a dénoncé en montrant que ça existait. Bon. Alors, là, l'évasion fiscale, c'est donc des dispositifs légaux. C'est quand même un problème. Légalement, vous pouvez tricher avec votre pays. C'est-à-dire considérer que vous n'en avez rien à fiche de ce qui se passe dans le pays où vous êtes. Alors vous êtes là, vous avez vos usines, éventuellement, vos sièges et tout. Alors qui est-ce qui a formé et payé l'éducation des gens qui viennent travailler pour vous? Ils s'en fichent. Qui est-ce qui construit la route pour aller jusqu'à l'usine? Ils s'en fichent. Qui produit l'énergie? Ils s'en fichent de tout. C'est une forme de l'externalisation, comme on dit, des coûts du capital. Le capital, il arrive, il produit, ça détruit la nature, c'est pas son problème, il ne paye pas. Il détruit les gens, c'est pas son problème. Alors, externalisation des coûts environnementaux, externalisation des coûts sociaux. Quand je dis externalisation des coûts sociaux, c'est ils font travailler les gens comme des animaux. Les gens tombent malades, il faut les soigner. Ça coûte, c'est pas eux qui payent. Au contraire, ils disent nous en avons assez des charges sociales, les cotisations. Nous ne voulons plus payer de charges sociales. Bon, ils veulent juste se contenter de tuer les gens. C'est tout. Bon. Et là, c'est pareil. Quand on ne paye pas sa cotisation, ses impôts, hein, c'est une manière d'externaliser tous les coûts qui contribuent à la production. Essayez de faire tourner une usine sans électricité. Essayez de la faire tourner sans route. Essayez de la faire tourner sans les ouvriers hautement qualifiés. Ça n'existe pas. Donc il faut bien que quelqu'un le paye. Tout le monde doit payer. C'est ça le sens de l'impôt. Donc eux, ils se défaussent. Donc l'évasion fiscale, c'est la partie légale. La fraude fiscale, c'est la partie illégale. La fraude fiscale, ça coûte à la France, d'après les évaluations des syndicats et aussi des ONG, 80 milliards par an. Bon, alors vous ne dites rien, 80 milliards, ce que ça peut être. Mais pour vous dire, tous les ans, la France, pour payer sa dette, les intérêts, le capital, tout ça, ça coûte 45 milliards. D'accord? Retenez le chiffre. Tous les ans, pour payer la dette, ça coûte 45 milliards. Donc là, vous avez 80 milliards, c'est de la fraude, la triche, l'arnaque, d'accord? Le vol. Et puis à côté, vous avez 20 milliards d'évasion fiscale, c'est-à-dire des gens qui auraient dû payer ici et qui payent ailleurs. Total, 100 milliards. Il y a un instant, je viens de vous dire, tous les ans, pour payer la dette, c'est 45 milliards. Ok? C'est plus de 2 fois ce qu'on paye pour payer la dette, tous les ans. Plus de 2 fois. Vous mesurez ce que ces chiffres veulent dire? Ces gens se foutent de nous. Ils ne payent pas leur part, et après ils viennent dire « Ah, ben la dette est excessive, l'État dépense trop. » Vous comprenez? Vous comprenez comment vous faites arnaquer? Vous comprenez que si vous croyez ce qu'ils vous racontent, quand ils prennent leur tête, là, de professeurs, M. Langlais et les autres, là, qui prennent leur air terrible pour dire « La dette est excessive. » Menteur! La dette n'est pas excessive, elle serait égale à 0 si tout le monde payait sa part, ça ne coûterait rien de la payer. Hein, vous me suivez? Bon, je sais que c'est compliqué, hein. Mais réfléchissez-y, nous, on sait comment faire. Avec nous, ce genre d'arnaque n'aura plus lieu. Là, vous vous faites arnaquer du matin au soir par des gens qui prennent des airs très importants. Alors on arrive à l'Assemblée nationale, et alors là, ils sont là tous, les ministres qui disent « c'est insupportable, c'est une attaque contre la démocratie ». Oh, ça, pour la vertu des autres, ils sont toujours d'accord. Mais alors, si vous trouvez ça insupportable, pourquoi vous ne faites rien? Parce que des moyens de contrer ça, il y en a plein, hein. On en a proposé, vous avez vu ma petite conférence de presse, peut-être là, les 5, on va mettre aussi en lien pour que vous puissiez le voir, mais c'est pas très compliqué. Si vous ne voulez pas que les gens se sauvent, faites l'impôt universel, où que vous soyez dans le monde, vous paierez à la France la part que vous lui devrez, si vous avez payé moins à l'endroit où vous vous trouvez. C'est facile à comprendre ça, c'est facile à faire. Les États-Unis le font, alors on le dit.
Vous savez ce qu'ils nous répondent? Voilà du nouveau. Alors maintenant, vous prenez les États-Unis comme modèle. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à nous répondre. Vous comprenez qu'ils se moquent de nous? Mais c'est pas de nous, on s'en fout. Hein. C'est de vous dont ils se moquent. Parce que pendant que vous entendez ça, vous ne faites pas attention à la suite de la phrase. Et la suite de la phrase, c'est quoi? Il prend rien. Rien. Parler, c'est tout. Et prendre des mesures, non. Je prends cet exemple, mais on pourrait dire interdiction, on dirait nous, interdiction de commercer dans les paradis fiscaux. Oui, mais monsieur Mélenchon, vous comprenez, c'est compliqué, parce que des fois on est obligé de passer par certains pays pour faire certains... Vous avez besoin? Très bien. Mais c'est à vous de démontrer que quand vous êtes dans un pays qui est considéré par nous, gouvernement, comme un paradis fiscal, vous êtes dans ce pays pour y faire une opération propre et pas pour tricher. C'est pas moi qui suis obligé de vous courir derrière pour regarder ce que vous êtes en train de faire et de faire la preuve que vous êtes en train d'arnaquer votre pays. Donc on renverse la charge de la preuve. Vous voulez à tout prix aller aux îles Caïmans, mais allez-y, faites du tourisme. Mais montrez-nous que vous n'êtes pas en train de tricher, parce que moi je sais que vous y êtes. Dirais-je si je gouvernais le pays. Vous y êtes, donc vous devez nous montrer que vous n'êtes pas en train de tricher ou d'organiser l'évasion fiscale. Vous comprenez les gens? C'est pas très dur à faire tout ça. Hein. Le gouvernement Jospin, il avait interdit le trafic avec une île microscopique là-bas, je ne sais pas où il y avait je ne sais combien de sièges de très grandes entreprises. Une île de rien, il n'y a pas la moindre activité, c'est boîte aux lettres, quoi. Donc on peut punir, on peut courir après tous ces gens. Alors là, j'ai donné 2 exemples, mais après il y a l'incitation à la fraude fiscale. Ça existe, hein? Ou à l'évasion fiscale. Ça existe tout ça. C'est sans arrêt, vous voulez que je vous montre, quand arrive à la fin de l'année, vous n'êtes pas au courant, vous. Mais les gens comme moi, qui ont la bonne paye, hein, la grosse paye, ils vous envoient des papiers à la fin de l'année pour dire « Vous voulez payer moins d'impôts? Voilà, faites comme ci et comme ça. » Je ne le fais pas, mais je reçois les papiers. Tous les gens qui ont plus de 3 000 € de revenus, on vous propose tous les ans comment ne pas payer d'impôts. C'est une honte, non? Il faudrait punir ça. Punir. C'est pas normal. Alors, là, je viens de donner des exemples. Des fois, il y a des gens qui lancent une alerte, qui disent « Attention, ceux-là, ils sont... » Il faut donc que ceux-là, ils soient protégés. Pour l'instant, ils vont en prison. C'est quand même un comble. Les voyous ne vont pas en prison, les voyous fiscaux, et ceux qui les dénoncent, ils y vont. Donc il faut un cadre légal, protecteur pour les lanceurs d'alerte. Hein. Et puis pour ceux qui ont été condamnés dans le passé, il faut annuler leur peine, les réhabiliter, peut-être les décorer. Hein. S'il paraît que M. Macron veut changer les attributions de la Légion d'honneur, ben, il devrait la donner à ceux qui ont dénoncé l'arnaque du Luxembourg et ainsi de suite. Ça serait bien, ça. Moi, je trouverais ça bien. Si un jour j'ai des responsabilités, je lui donnerai la Légion d'honneur à cet homme-là. Il n'ira pas en prison hein, avec moi. C'est l'inverse, c'est d'autres qui iront en prison. Après, il faut rallonger les délais de prescription. Le délai de prescription, ça veut dire, au-delà d'une certaine période terminée, on ne peut plus vous courir derrière. Genre, bon, il y a 10 ans, il a attaqué une banque, ah oui, mais trop tard, le délai de prescription, maintenant, c'est plus un problème. Alors là, il y a 10 ans, il a arnaqué 50 millions de Français, ah ben non, 10 ans. Donc il faut porter à 30 ans le délai de prescription. Pendant 30 ans, on peut leur courir derrière. Comme ça les pétrifie de peur. Ils ont peur. C'est-à-dire, ah, maintenant, celui qui triche maintenant, hop, on lui court derrière encore pendant 30 ans. Voilà, vous voyez, il y a des mesures. On en a proposé toute une série. Écoutez-moi bien. Tous les amendements de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale que nous avons déposés au Parlement, il y en a eu 0 d'adoptés. À chaque fois, c'est la majorité du président Macron qui a tout bloqué. Hein. Rappelez-vous-en aussi de ça, hein, parce qu'il se les joue les pères à la vertu. Alors évidemment, pendant toute cette période, nous, on n'a pas vu un seul de nos amendements être discuté dans la presse, même pour nous insulter. Ils auraient pu dire « Ah là là, ça recommence », il y a eu un journal qui l'a fait. « Oh, ils veulent tout prendre au-delà de 400 000 €, bon, au moins on aurait parlé. » Ou bien ils auraient dit « Oh là là, il va rallonger les délais de prescription, mais avec ces gens-là, on n'est jamais tranquille, il faut savoir tourner la page. » Quelque chose pour qu'il y ait un débat. Rien. Alors on nous a parlé du logement de l'un ou de l'autre, en plus que des calomnies, hein, que des calomnies. Et puis après, il y a Baltrap tous les 3 jours, ils attrapent Daniel Obono, et puis alors on lui pose une question, et puis une autre, puis après, ah là là. Enfin bref, de tout, sauf des questions sérieuses. Hein. Alors vous allez voir, alors moi à chaque fois j'y ai droit, hein, parce que quand quelqu'un est mis en cause, on montre toujours sa photo avec moi, comme ça crée une ambiance, hein. Je suis dans tous les coups, genre vous avez vu, hein, il était au courant, et moi je pourrais dire, M. Macron, hein, c'est pas,
moi, je ne demande pas à mes amis et à mes camarades où ils habitent et combien ils payent de loyer. Hein. Mais lui, M. Macron, il était au courant de tout ça. Parce que c'est lui qui s'en occupait quand il était ministre de l'économie ou quand il était auprès de François Hollande à l'Élysée. D'accord? Lui, il le savait, tout ça. Il sait tout ça. Hein? Vous ne voyez pas de photos sur évasion fiscale où vous verriez M. Macron en train de serrer la main à un des gars qui est un évadé fiscal, pourtant par la force des choses. Il devait le savoir. Voilà. Alors, bon, évidemment, ça va continuer. Hein. Il faut bien que vous compreniez, les gens, que c'est leur technique. Comme ils sont en train de se vider de leur substance, le pouvoir. Hein. Les sondages montrent qu'ils sont en train de couler, parce que les gens, ils sont braves, mais il y a une limite, quoi. Ils voient bien que c'est le président des riches, ils voient bien que c'est tout pour les mêmes. Ils voient bien que les mêmes sont insatiables. Vous leur donnez, ils en veulent encore. Hein. Vous leur donnez, ils trichent, ils volent, ils se cachent, ils ne veulent pas payer avec les autres. Donc les gens en ont marre de voir ça. C'est l'ancien régime, c'est comme sous les rois, quoi. Certains ont des privilèges, font ce qu'ils veulent, et puis les autres, ils ont juste qu'à bosser. Bon. Donc, comme ils ont ça, ils nous tapent, nous, parce que c'est nous l'alternative. Alors, ils trouvent toujours des gens pour leur donner raison, hein. Donc, faux amis, pour jeter une pierre de plus ou un coup de poignard dans le dos, il y a toujours du monde. Mais leur bataille, c'est ça, nous dénigrer, nous salir, pour que les gens disent, ouais, bon, finalement, c'est tous les mêmes, voilà. Hein. C'est tous pourris, donc on ne peut rien faire, on rentre à la maison et on pleure. Bon, voilà. Mais vous, il ne faut pas vous laisser faire. Je sais que c'est dur souvent, parce que la vie n'est pas facile, hein. Mais vous avez tous votre liberté de conscience, c'est-à-dire dans votre tête. Hein. Et puis il y a un moment où ils ne peuvent pas voir ce que vous faites. C'est comme vous allez dans un isoloir avec un bulletin de vote. Là, il n'y a personne pour regarder ce que vous êtes en train de faire. Et dans votre tête, vous faites justice. Vous rendez la justice, vous dites, ceux-là, c'est un menteur. Ça, là, c'est des voleurs. Ceux-là, ils se fichent de nous. Hein. Et après, vous avez, pank, vous punissez. Moi, je vous parle de punir avec des bulletins de vote parce que c'est normal. C'est de ça dont je m'occupe. Des élections, du combat politique, et je crois, à la démocratie. Bon. Alors, il y a d'autres manières de participer à tout ça. Si vous pouvez, le 16 novembre, il y a un appel des syndicats pour refaire une journée d'action contre les ordonnances sur le code du travail et puis divers autres sujets que vous connaissez, la suppression, le rabais des APL et puis tout le reste, parce que maintenant il y en a une pile comme ça. Tout le monde a au moins une raison de savoir que l'équipe Macron a voulu vous faire les poches. Hein. Bon. Voilà les gens, vous ne laissez pas faire, vous ne laissez jamais faire. Vous ne laissez jamais faire, par principe, résistance. Bon alors, si ça vous a plu, si cette petite séquence vous a plu, vous nous donnez du courage en appuyant les petits pouces bleus, et si vous découvrez, parce qu'il y en a qui continuent à découvrir la revue de la semaine et que ça vous plaît, alors à ce moment-là, vous vous abonnez, parce que c'est aussi un encouragement pour nous à continuer. Puis je vous ai dit, on va essayer de modifier la formule. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dites-moi, parce que moi aussi je me lasse d'être assis comme ça au milieu de mes papiers, devant un mur, et puis bon, je raconte ce qui me paraît important de raconter. Je raconte des choses que j'ai pas pu écrire. Vous savez, toutes les semaines, tous les semaines ou 10 jours, je publie un post sur mon blog. Bon. Alors j'écris des choses, j'essaye de ne pas redire les mêmes quand je fais la revue de la semaine, et puis je n'arrête pas de m'exprimer. Hein. Il y a mes discours à l'Assemblée, mes interventions, etc., et surtout mes copains. Voilà. Donc, si vous avez des idées sur la manière de faire, si vous voulez par exemple me voir traiter certains sujets, on va le faire. Bon, à bientôt.